Je vous attendais, les troupes. Yo les troupes, c'est Loril et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est Quentin. Quentin m'a contacté et s'est proposé de réaliser une vidéo pour la partager avec vous sur la chaîne de Crazy Troops. C'est avec plaisir que j'ai accepté étant donné que le sujet est hyper intéressant et qu'il lui-même est hyper motivé de partager ça avec l'ensemble de la communauté. Et donc sans transition, je vous propose la vidéo de Quentin sur les stats pour Age of Sigmar et savoir si oui ou non les compétences du joueur influent énormément sur la victoire. Allez, on est parti. Salut tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo de la page Age of PJ. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer si les compétences d'un joueur sont importantes à AOS. Pour ça, on va utiliser des statistiques et notamment une application qui s'appelle ListBot. Ça va nous permettre de comprendre certaines tendances à AOS et aussi nous aider à répondre à notre question. Mais avant de commencer, quelques remerciements. J'ai pu réaliser ce contenu grâce à l'aide de Honest Wargamer, Warhammer Weekly et JP Gannis. En fait, ils m'ont partagé la plupart des infos dont on va parler aujourd'hui et en fait tout le mérite leur revient. Moi, je ne fais que retranscrire en fait tout ce qu'ils ont dit. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs les chaînes de Warhammer Weekly et de Honest Wargamer. Si vous parlez anglais, c'est vraiment du super contenu. C'est juste excellent. Et ils expliquent tout ce qu'on va décrire aujourd'hui bien mieux que moi. JP Gannis, lui, c'est le papa de Lisbot. Alors Lisbot, c'est quoi? C'est un programme qui a appris à analyser des warscrolls AOS et qui vous permet, entre autres, d'analyser des listes d'armées de votre création. Le système de Lisbot se base sur des statistiques et des performances des factions en elles-mêmes, mais aussi sur les performances des joueurs. L'intelligence artificielle que JP Gannis a développée apprend toute seule et évolue avec ses comparaisons. Et tout ça, en fait, lui donne une image de la méta actuelle. Pour ce qui est du système d'analyse de Warscroll, l'IA se base sur toute une série d'informations pour déterminer si un Warscroll est bon ou non. Elle va lui donner une valeur en points sur base des valeurs qu'on utilise à AOS. Donc par exemple, un Warscroll qui vaut 100 points pourrait être évalué comme valant 80 points ou 120 points par Lisbot. Pour déterminer ça, Lisbot se base sur toute une série de critères, la longueur d'un warscroll, les dommages que l'unité peut faire, sa mobilité, les PV réels. Donc quand on dit PV réel, on veut dire qu'on prend la sauvegarde d'armure. Donc si vous avez une sauvegarde à 2+, c'est mieux qu'une sauvegarde à 6+, bien sûr. On peut prendre aussi en compte tout ce qui est feel no pain, donc les sauvegardes invulnérables, ou même par exemple les unités comme les horreurs roses qui peuvent se démultiplier, qui ont donc bien plus de PV. Donc voilà, il prend toute une série de critères en compte, et plus ces critères sont bons, plus notre warscroll a de valeur. Bon, ça reste une IA, et elle continue à apprendre, et par exemple, à un moment donné, Lisbot estimait que le Gobapalooza était le meilleur warscroll d'AOS, parce qu'il y avait énormément de règles qui semblaient puissantes pour l'IA. C'est un sorcier, il y a plein de petites aptitudes, etc. Bon, on sait très bien que le Gobapalooza, c'est loin d'être la meilleure unité d'AOS. Alors, l'IA change à chaque fois en fait, et donc tout ce qui est valeur des warscrolls change à chaque fois qu'on donne des nouveaux warscrolls à Lisbot. Et donc il va se réestimer tout ça à chaque fois qu'on donne de l'input. Pour ce qui est des statistiques liées aux joueurs et aux factions, Lisbot va se baser sur les données enregistrées de tournois de 2 jours avec 5 ou 6 parties. Ces données vont en fait donner à chaque joueur un Elo. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept de Elo, c'est une manière assez simple de faire en fait un classement entre joueurs sur un jeu. Donc chaque joueur a une sorte de score qui augmente ou qui baisse en fonction de ses défaites, de ses victoires. Donc si par exemple je suis un bon joueur et que je gagne contre un mauvais joueur, je vais gagner quelques points. Et si je suis un mauvais joueur et que je gagne contre un bon joueur, je vais gagner beaucoup de points. C'est beaucoup utilisé aux échecs, par exemple, ce système de Elo. Et chaque faction va aussi recevoir son propre score. Et tout ça, bien sûr, ça évolue dans le temps avec les résultats qu'on reçoit au fur et à mesure. L'utilité principale de Lisbot, c'est d'analyser des listes d'armées. Donc,
Si vous allez sur Warscroll Builder, vous faites votre liste et que vous la copiez-collez dans ListBot, vous allez avoir l'image qu'on voit à l'écran maintenant. Ça vous donne une idée en fait de ce que votre liste vaut sur 7 critères que vous voyez aussi à l'écran maintenant. Et ListBot va vous donner une idée des listes similaires que d'autres gens ont créées aussi. Ce sont des listes aussi qui peuvent très bien performer en tournoi, que vous pouvez voir sur le site. Vous pouvez voir les synergies typiquement utilisées dans des listes similaires à la vôtre, mais aussi les artefacts, les sorts, les traits de commandement typiquement choisis par d'autres joueurs pour les personnages que vous utilisez. Bref, c'est un super outil qui peut vous aider à faire des listes et voir là où vous pouvez améliorer votre liste. Ça peut aussi vous aider à vous lancer dans une nouvelle faction quand vous voyez ce que d'autres joueurs font, hein, parce que souvent on est un petit peu perdu quand on prend un nouveau bouquin, et ça nous permet de voir un petit peu ce qui est typiquement joué, ce qui semble être bon en tournoi, etc. etc. Alors maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce qu'était ListBot, on va rentrer dans le vif du sujet. ListBot c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une base pour toutes ces statistiques. Ici, ce que vous voyez maintenant, c'est ce à quoi la scène actuelle d'AOS ressemble. Donc, vous avez le taux de victoire des factions, la probabilité de faire face à ces factions pendant un tournoi, et combien de tournois chaque faction a remporté. Donc ici, d'emblée, on voit tout de suite que les Séraphons se démarquent très très fort en ce moment, et que les Disciples of Tzeentch sont aussi très populaires et remportent pas mal d'événements. Et puis on voit sur la droite du tableau aussi une partie qui s'appelle le boost. Le boost qu'une faction donne à un joueur. Alors qu'est-ce que c'est ce boost? C'est une valeur que ListBot calcule en fonction de la puissance d'une faction. Donc en gros, si l'armée est puissante et facile à jouer, elle donne un gros boost au joueur et ça lui permet de gagner plus facilement. Donc dans ce cas-là, on trouve par exemple les Caradrons, qui sont la faction qui donne le plus de facilité à un joueur à gagner. À l'opposé, certaines factions en fait vont réduire les compétences d'un joueur. Et dans ce cas de figure, on va trouver les Gloom Spike Kits, les Nighthaunt et les Sylvaneth. Donc pour faire simple, hein, si vous jouez une de ces listes, une de ces armées, pardon, ListBot estime que vous partez avec un handicap matériel. Pour compléter un peu le tableau qu'on vient de voir, ici on a un classement des factions selon leur puissance et leur popularité. La tendance la plus remarquable ici, et ça fait plaisir, c'est que beaucoup d'armées qui sont populaires ne sont pas forcément puissantes. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est assez encourageant pour ce jeu. Donc ça montre que tout le monde n'a pas forcément envie d'être un gros build. Très chouette. Il faut noter aussi que ce tableau, c'est un tableau évolutif et on peut déjà anticiper par exemple que les Daughter of Cain vont sûrement monter en popularité et on peut aussi tout de suite prédire que les Slaanesh va sûrement descendre un petit peu dans ce tableau en termes de puissance. Alors en parlant de Slaanesh, ils vont nous fournir un exemple très intéressant sur la méta d'AOS. Et je précise tout de suite que ce qu'on va regarder maintenant, ça concerne leur ancien Battletome, hein, parce qu'ils ont changé de Battletome il n'y a pas si longtemps. Donc sur ce graphique, vous avez deux courbes. La courbe en vert représente le score moyen de Slaanesh en tournoi. Et la ligne bleue, elle représente à quel point les performances d'un joueur avec Slaanesh varient de ses résultats habituels, donc soit avec Slaanesh, soit avec d'autres factions bien sûr. Et quand on compare les deux courbes, on comprend trois choses. On voit tout de suite que Slaanesh était dominant en 2019, mais que les performances ont chuté, et ça même avant la fac, hein, qui avait vraiment, selon certaines personnes, vraiment diminué la puissance de la faction. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est qu'on voit que les joueurs qui utilisent Slaanesh ont des résultats stables, hein, ça c'est la courbe en bleu. Mais alors, ça nous montre autre chose, c'est que finalement, quand on met les deux courbes en rapport, les joueurs qui sont les joueurs qui performent avec Slaanesh quittent la faction. Et c'est pour ça que la courbe verte descend. Donc l'expérience des joueurs ici n'est pas représentée sur ce graphique, mais on va en fait voir la présence de la faction. C'est ça qui est représenté ici, c'est que les joueurs qui sont bons en fait quittent la faction et donc cette faction est moins représentée de manière compétitive et c'est ça qui a fait que Slaanesh est devenu
moins bons. Ça nous donne déjà un gros élément de réponse à notre question d'aujourd'hui. Mais continuons un petit peu avec d'autres éléments. Maintenant, on va s'intéresser à comment mesurer les compétences d'un joueur. Alors pour commencer, un petit graphique qui vous montre d'emblée que la puissance d'une faction n'importe pas vraiment sur les résultats d'un joueur. C'est flagrant. Les valeurs sont vraiment égales. Reste que certaines factions ont tout de même des performances plus élevées quand un joueur avec moins d'expérience les joue. Je vous laisse faire pause pour voir le tableau si vous voulez plus en détail. Il y a beaucoup d'infos dessus, hein. Mais nous, on va prendre deux exemples concrets. Les Daughters of Cain et les Caradhras sont deux cas extrêmes. Les Daughters of Cain, ça va être l'underdog le plus faible et les Caradhras, l'underdog le plus fort. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? En fait, quand on prend les Daughters of Cain, on remarque que sur 33 parties, sur 33 parties jouées en tant que meilleur joueur, donc le joueur qui a l'avantage, si vous voulez, sont gagnés. Et quand on prend un joueur qui est plus faible, qui joue les Daughters of Cain face à un joueur qui est plus fort, bah, il perd toutes ses parties. En fait, ça veut dire que Daughters of Cain, c'est vraiment une armée qui se base sur les compétences du joueur et pas forcément sur la puissance de la faction, si vous voulez. Et au contraire, les Caradons, c'est l'exemple extrême opposé. C'est la faction en fait où si un joueur ne part pas avec l'avantage, donc c'est-à-dire que son elo est plus faible et qui joue face à un joueur qui a un elo plus fort, et ben les Caradrons vont l'aider à gagner un petit peu plus facilement. Donc si vous cherchez une armée pour booster vos compétences, jouez Caradron, et si vous cherchez vraiment une faction qui va montrer vos compétences en tant que joueur, jouez Daughter of Cain. Voilà, ça c'est un petit exemple qu'on peut donner ici. Alors là, on vient de voir voilà, donc deux exemples bien extrêmes, mais même avec ces exemples extrêmes, il reste que dans 90% des cas, les parties où l'écart de Elo entre deux joueurs est supérieur à 15%, ben 90% des parties sont gagnées par le joueur avec le Elo le plus haut. C'est vraiment une grosse statistique, je trouve, hein, parce que 15% d'écart, c'est pas énorme, mais 90%, ça c'est énorme. Donc ça vous montre vraiment déjà une grosse tendance au niveau de la compétence des joueurs. Un bon élément de réponse à notre question. Pour vous convaincre encore un petit peu, voilà un petit graphique pour visualiser ce qu'on vient de dire. Alors ici, l'axe vertical vous donne la compétence d'un joueur, hein, donc meilleur vous êtes, plus haut vous êtes sur le graphique. Et l'axe horizontal vous donne la puissance d'une faction par rapport aux compétences d'un joueur. Donc, plus vous êtes à droite du graphique, moins la faction que vous jouez détermine vos résultats, et inversement, plus vous êtes à gauche, plus la puissance de la faction que vous jouez a un impact sur vos résultats. Donc on remarque une tendance très simple, hein. Un joueur qui débute n'est pas du tout aidé par la faction qu'il joue, hein, parce qu'il ne maîtrise pas le jeu. Et il en va de même, au contraire, pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement le jeu, hein. La personne qui maîtrise complètement le jeu ne dépend pas de la faction qu'il joue pour gagner. Ce qui est vraiment intéressant sur ce graphique ici, c'est que les joueurs qui ont des compétences moyennes en termes de jeu, hein, et c'est la majorité des joueurs AOS, hein, comme vous voyez, vous avez plus de personnes ici, ces personnes dépendent énormément de la puissance de leur faction. Donc la plupart des joueurs AOS ayant des compétences moyennes vont dépendre de leur faction et vont avoir un rôle très important. Et c'est sûrement pour ça qu'on entend souvent des discussions du type « Oh, cette faction est tellement abusée, c'est trop fort, etc. etc. » ou « Ça, c'est nul, etc. » La plupart d'entre nous, en tant que joueurs, vivent cette expérience parce que, faut se l'avouer, hein, la plupart de nous sommes des joueurs moyens. Alors une fois qu'on prend tous ces éléments, on peut résumer de manière assez simple notre réponse. Ici, on va prendre les factions dominantes et on va prendre vraiment de manière arbitraire les Luminettes, les Idonettes, les Caradrons, les Séraphons, Zench et les Daughters of Cain. Et vous allez voir que ces factions, quand on prend l'ensemble des statistiques, sont de manière générale un petit peu plus représentées que les autres factions. Ensuite, quand on prend la deuxième ligne du tableau, on supprime en fait les meilleurs joueurs des statistiques. Et là, on remarque que les factions dominantes prennent le dessus sur les autres. Et
quand on prend les joueurs présents dans les 50% du milieu, hein, donc si vous enlevez les 25% les moins bons et les 25% les meilleurs, donc ce qu'on appelle le fat middle, on constate que l'écart se réduit un petit peu. Donc en fait, ça confirme que les joueurs les moins compétents ont un petit peu tendance à casser les statistiques en prenant des factions puissantes pour compenser. Et finalement, si on prend juste les meilleurs joueurs AOS, l'équilibre des taux de victoire entre les méchants et les gentils est égal. Donc vous avez vraiment, on renforce un petit peu l'idée qu'on avait mentionnée avant. Un joueur ne dépend pas de sa faction s'il est très bon joueur. Donc la réponse à notre question est vraiment claire maintenant. On va juste regarder un dernier élément avant de conclure. Ici, en fait, on peut voir ce qu'on appelle l'échelle du dégueulasse. En gros, ça présente une moyenne de la puissance des factions représentées en tournoi. Et comme vous le voyez, c'est vraiment stable. Il y a juste une petite période qu'on voit ici, hein, qu'on appellera ici les jours sombres, qui vous montrent l'époque où Slanesh brillait. Mais vous voyez qu'en fait, la tendance en général à AOS, c'est que on a quand même un bon équilibre dans ce qui est représenté en tournoi. Et ça, vous pourrez le demander à beaucoup de joueurs, c'est toujours le cas, il y a un petit peu de tout en tournoi. Et pour finir, une bonne nouvelle avec ce petit graphique. On remarque que l'écart entre les factions les plus puissantes et les plus faibles continue de diminuer. Et ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que simplement nos battle tomes deviennent de plus en plus équilibrés et que même si votre battle tome est un petit peu moins bon que celui de votre copain, l'écart entre les deux n'est pas si grand. Et évidemment, on s'approche du monde idéal où les compétences sont vraiment tout ce qui compte pour jouer à AOS. On n'y arrivera probablement jamais, hein, parce que c'est un jeu très complexe et que c'est très difficile à équilibrer. Mais on est sur la bonne pente et ça c'est très très chouette. Voilà, voilà. En bref, je pense que vous l'aurez compris, la réponse à la question initiale, hein, est-ce que les compétences d'un joueur sont importantes à Warhammer Age of Sigmar? Et oui, bien sûr, mais le jeu n'est pas parfaitement équilibré et la puissance des factions a donc un impact sur nos parties. J'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, laisser vos remarques, etc. Moi, je suis toujours preneur de feedback pour améliorer ce que je fais. Et comme c'était une première vidéo, ça a encore plus de valeur. Donc merci beaucoup si vous êtes resté jusque-là et à la prochaine.